Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette troisième visioconférence de l'année. Je souhaitais tout d'abord remercier nos partenaires, Moneta Asset Management, le CASD et l'ENSAE Paris, sans qui ces conférences ne seraient pas possibles. Et donc aujourd'hui, on est particulièrement heureux de recevoir Lê Nguyen Oang. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais brièvement te présenter avant de te laisser la parole pour entrer dans le vif du sujet. Donc, tu es mathématicien de formation et vulgarisateur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et donc, vous le connaissez peut-être via sa chaîne YouTube, Science for All. Donc, tu abordes différentes thématiques dans ton travail, et notamment la philosophie bayésienne, sur laquelle tu as écrit un livre, La formule du savoir. Tu réfléchis également et proposes des réflexions sur comment mieux débattre au travers du hashtag Débattons mieux, par exemple, et d'autres séries de vidéos. Et enfin, tu t'intéresses particulièrement au sujet d'aujourd'hui, qui est l'éthique des algorithmes, un sujet crucial qui est pourtant peut-être encore un peu sous-estimé aujourd'hui. On salue également au passage nos camarades qui ont créé une antenne à l'ENSAE d'altruisme efficace, qui est une association que tu as aussi plusieurs fois mise en avant. Et donc sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, tu as coécrit un livre avec El Mamdi qui s'intitule Le fabuleux chantier, rendre l'intelligence artificielle robustement bénéfique. Et donc, avant de te laisser la parole, je rappelle juste à tout le monde que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pendant la présentation et on se chargera avec Benjamin de les transmettre. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Adrien. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, bonjour à tous et ravi que vous soyez nombreux pour essayer de parler d'éthique un peu des algorithmes ou de l'information. Bon, là, j'ai appelé ça information, ça ne change pas grand-chose. Et ce que je vais essayer de... Donc, il y a plusieurs messages importants dans cette présentation. N'hésitez pas à poser des questions pendant, ça évitera un monologue, ce sera mieux pour moi. Donc, il y a plusieurs informations importantes que j'ai envie de communiquer dans cette présentation. Le premier, c'est que l'éthique de l'information est devenue extrêmement importante. Je pense que c'est le truc le plus important. Donc, j'essaierai de montrer en quoi c'est même plus important que le changement climatique, parce que c'est nécessaire au changement climatique, pour combattre le changement climatique. Et je vais aussi présenter, peut-être un peu souligner un peu la difficulté du problème, parce que bon, il y a des questions qui sont vraiment de l'ordre de jeux de pouvoir ou de politique, mais il y a aussi beaucoup de questions techniques qui sont vraiment très intéressantes, des questions mathématiques vraiment fascinantes. Et puis, je vais aussi présenter une piste de solution sur laquelle on est en train de travailler et j'essaie de vous expliquer pourquoi je pense que c'est une piste très importante à développer et sur laquelle on aura besoin de beaucoup de contributeurs. Ok, donc pourquoi est-ce que l'information c'est important? Aujourd'hui, l'un des outils que tout le monde utilise, que en tout cas une énorme proportion de la population mondiale utilise, des milliards d'entre nous utilisons, c'est les moteurs de recherche, notamment par exemple Google. Et les gens demandent vraiment plein de questions, parfois des questions très personnelles à Google. Les gens se révèlent parfois plus à Google qu'ils se révéleraient à des amis. Et leur pose toutes sortes de questions. Et donc, par exemple, une question qui est sans doute posée régulièrement sur Google, c'est par exemple, est-ce que le climate change, est-ce que le changement climatique est un hoax, un fake, un faux truc? Et les réponses que donnera Google vont forcément influencer beaucoup les gens, puisque les gens ont confiance finalement en Google souvent. Enfin, en tout cas, moi, je fais beaucoup confiance à Google et j'ai tendance parfois peut-être à faire une confiance même trop aveugle à ce genre de système de recommandation. En tout cas, le premier lien sur lequel je vais cliquer, voilà, ça va jouer pas mal, quoi. Ça va me biaiser d'une certaine manière. Et donc, on peut se demander quelle doit être la réponse à la question « Is climate change a hoax ?» d'après Google. Et si on regarde Google, c'est pas trop mal. Donc, en fait, tous les liens proposés par Google répondent non. C'est des liens souvent avec beaucoup de références scientifiques. Il y a eu un travail d'après Google. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas venu tout seul.
Si je prends d'autres moteurs de recommandation, donc là, j'ai essayé bing.com de Microsoft. Il y a, donc la première recommandation est une recommandation Wikipédia qui est de très bonne qualité, mais la deuxième, tout de suite, on voit, donc c'est un prix Nobel qui... alors, je ne sais plus qu'est-ce qui est le contenu de cette vidéo exactement, mais en tout cas, le troisième lien est clairement quelque chose, 10 Reasons Climate Change is a Hoax, c'est clairement un truc enfin, de conspiracy, enfin un truc vraiment pas fiable. Et on peut chercher avec d'autres moteurs, donc là, je ne sais même plus c'est quoi, c'est Yahoo, ça, c'est Yahoo. Ouais, Yahoo, je crois qu'il est assez horrible. J'avais fait cette présentation un petit peu de temps, je ne me souviens plus exactement des détails, mais je crois que si vous regardez donc dans le People Also Ask et vous déroulez le Is Climate Change a Fraud, il y a écrit clairement oui. De mémoire, ouais, donc c'est vraiment la réponse quasiment de Yahoo qui est enfin, qui nie le changement climatique. Si vous essayez DuckDuckGo, pareil, enfin, la plupart des recommandations vous diront oui. Enfin, ça va être un biais de confirmation, quoi. Ça va conforter celui qui fait la recherche. Et Ecosia aussi. Donc Ecosia, c'est ce moteur de recherche. À chaque fois que vous faites une recherche, ça plante un arbre, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, ça essaie de défendre, enfin, de prendre des mesures contre le changement climatique. Mais si on utilisait Ecosia, bon, après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent Ecosia qui vont taper ce genre de choses, mais on voit que ça peut poser des problèmes, en tout cas en termes informationnels. Et en tout cas, donc là, c'est cette question qui est sur le climate change où on peut se dire, bon, bah, cette question, les gens sur Ecosia ne vont pas la chercher, mais on peut se poser d'autres questions qui sont beaucoup plus techniques ou controversées, sur, par exemple, l'impact, je sais pas, le débat sur le nucléaire, par exemple, ou sur les OGM, ou tant de sujets beaucoup plus complexes. Et on peut se demander si c'est le consensus scientifique qui va être mis en avant par Ecosia, et probablement non, parce qu'il n'y a pas d'effort fait au niveau, il n'y a pas de réflexion préalable et éthique souvent sur ce genre de système de recommandation, de moteur de recherche. Alors moi, il y a une plateforme en particulier qui me semble particulièrement influente, c'est YouTube. Bon, il y en a d'autres, hein, mais YouTube est particulièrement influent. Pour se donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a plus de vues sur YouTube que de recherches sur Google. Donc ça donne un ordre d'idée à quel point YouTube est devenu quelque chose de vraiment très, très influent. Et là, si vous faites la recherche, en fait, tous les contenus qui sont proposés par YouTube sont des contenus qui défendent le consensus scientifique et qui vont donc répondre non. Et ça vient pas par hasard, ça vient du fait que chez YouTube, chez Google, il y a eu beaucoup de lobbying, beaucoup d'efforts pour mettre en avant la réflexion éthique. Et en un sens, elle est en avance, la réflexion éthique chez ces entreprises, par rapport à ce qui se fait, en tout cas dans d'autres moteurs de recherche, et peut-être même dans le monde académique. Bon, ça ne veut pas dire du tout que c'est suffisant ce qui est fait à Google. Il y a eu des événements récents qui me laissent très pessimiste malheureusement. Mais ça montre au moins que ces entreprises ont réfléchi un peu à certains aspects de l'éthique de l'information. Donc, Yuval Noah Harari, qui est l'auteur de plusieurs bouquins à succès, dans un de ses bouquins, non, c'était quand il est venu à l'EPFL, à un moment, il a fait une présentation et il a affirmé cette phrase que j'ai trouvée très intéressante, qui dit que ceux qui contrôlent le flux de l'information dans le monde aujourd'hui contrôlent le futur, non seulement de l'humanité, mais peut-être, mais aussi peut-être de la vie même. Je trouve que c'est une citation très importante parce qu'elle insiste sur le rôle de l'information, qui me semble très négligé dans la manière dont on parle de la société. On va peut-être parler beaucoup, par exemple, de l'énergie ou de la matière ou des flux, des supply chains, de ce genre de choses. Mais si on y réfléchit, en fait, il y a peut-être un truc qui est encore plus important, qui est quelle est l'information, comment l'information est véhiculée, comment elle se propage, comment elle est certifiée, comment elle est validée, comment elle est protégée. Tant de questions autour de l'information qui sont vraiment, vraiment importantes et sur lesquelles il y a beaucoup de débats éthiques qui ne sont pas faciles et qui vont avoir des influences à très grande échelle. Donc, cette année, on l'a vu avec beaucoup, beaucoup de sujets, par exemple le Covid-19, par exemple, où il y a eu beaucoup de confusion sur l'importance, par exemple, la gravité de la situation, notamment en mars, sur le port de masque, sur les vaccins, sur la seconde vague. Voilà, il y a beaucoup d'aspects du contrôle de la pandémie, en fait, avaient à voir avec l'information.
Et à l'inverse, enfin, on peut voir par exemple dans certains pays comme des pays asiatiques où il y a eu beaucoup d'efforts, je pense en particulier à Taïwan, mais bon, dans d'autres pays asiatiques, le Vietnam, la Corée du Sud, bon, la Chine, c'est un peu plus opaque, c'est un peu plus difficile, mais dans tous ces pays, il y a eu aussi beaucoup de réflexions sur la qualité de l'information en temps de Covid. Et à l'inverse, aux États-Unis, il y a eu une situation avec l'élection présidentielle où l'information sur, en particulier la fiabilité du vote, et en particulier la mésinformation à ce sujet, était un enjeu finalement de société central, quoi, qui pouvait peut-être déterminer le futur en tout cas le futur président des États-Unis. Donc l'information, c'est très important et du coup, contrôler l'information, bien gérer ces flux d'informations, c'est vraiment vital, bien modéré, bien recommandé. Et on peut se poser la question aujourd'hui, qui c'est qui contrôle le flux de l'information dans le monde? Est-ce que c'est un président des États-Unis? Est-ce que c'est un humain? Et si on y réfléchit, en fait, de plus en plus, on se rend compte que clairement, le plus gros contrôle du flux d'informations aujourd'hui, ce sont des algorithmes. Ce sont les algorithmes de Google, ce sont les algorithmes de YouTube, ce sont les algorithmes de Facebook et compagnie, qui vont avoir ce travail de certifier l'information, de protéger l'information, de transmettre l'information, de recommander l'information, de modérer l'information. Et en cela, je pense que c'est super important qu'on donne beaucoup plus d'importance à cette dimension à l'information. Alors, pourquoi est-ce que l'information c'est important? Donc, je vais lister quelques impacts de l'information et quelques dilemmes éthiques qui peuvent se poser. Donc, alors, je ne sais pas comment faire un sondage. D'habitude, quand je montre cette slide, je demande aux gens de lever la main s'ils ont vu le film The Great Hack. Là, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, c'est un documentaire sur Netflix. Bon, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, qui parle beaucoup de problèmes de désinformation. Donc là, quand je dis désinformation, c'est vraiment qu'il y a des entités qui sont derrière, qui vont chercher à désinformer. Ce n'est pas juste de la mauvaise information qui circule, c'est vraiment des campagnes organisées. Donc d'un côté, il y a ça. De l'autre côté, dans le documentaire parle beaucoup aussi de la protection des données personnelles. On peut d'ailleurs remarquer que c'est deux problèmes différents et on peut se demander lequel est le plus important. Je pense qu'on donne beaucoup d'importance à la protection des données personnelles, a pris beaucoup d'importance, notamment avec la régulation pour la protection des données personnelles, la RGPD. Mais au final, peut-être que la désinformation, c'est peut-être… Enfin, en tout cas, c'est deux problèmes importants. Et sur la désinformation, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis 2016, parce que le documentaire parle d'affaires Cambridge Analytica et Facebook qui datent de 2016. Mais depuis 2016, il y a beaucoup de groupes qui se sont beaucoup plus organisés. Et c'est très difficile à étudier, mais il y a des rapports, notamment il y a une étude, il y a un groupe à Oxford qui s'intéresse particulièrement à la question et qui observe juste de plus en plus de gouvernements qui utilisent des stratégies de désinformation sur Internet, par exemple en créant plein de comptes, de faux comptes gérés soit par des robots, soit par des humains, et qui vont soit créer eux-mêmes de la désinformation, mais il y a des stratégies qui ont l'air de plus en plus sophistiquées, notamment quelque chose qui est observé. Alors, il n'y a pas d'études dessus, mais bon, j'ai quelques sources assez fiables sur ça, que je considère fiables. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est typiquement, ils vont, au lieu de créer le contenu eux-mêmes, ils vont relayer le contenu, et en particulier, ils vont retweeter et liker les contenus qui vont dans le sens de leur propagande. Et ça, c'est beaucoup plus efficace parce qu'après, ils encouragent en fait des personnes à répliquer certains comportements qu'eux considèrent bénéfiques, mais qui peuvent être en fait très, très néfastes. Donc le problème de la désinformation, c'est un problème très important. Bon, je pense qu'on l'a pas mal vu aux États-Unis avec les suspicions de fraude. Ce qui est assez préoccupant, c'est qu'on en est peut-être juste au début. Ces groupes grossissent au fur et à mesure, s'organisent de plus en plus. Et la manière dont j'aime présenter ça, c'est qu'on peut voir en fait un réseau social comme une espèce de terrain, de plateforme, donc une espèce de terrain. Et aujourd'hui, ce terrain, on l'a laissé comme ça, surtout si vous prenez des trucs avec très peu de modération, c'est juste un terrain vague.
Et il y a énormément de gens qui ont beaucoup d'intérêt pour essayer de dominer ce terrain, pour dominer la discussion, pour orienter la discussion, pour détourner la discussion également. Et si on laisse ce terrain vague, ça paraît improbable que l'information de qualité qui coûte plus cher à produire, qui est plus compliquée à propager, qui est moins séductrice, c'est improbable que cette information prédomine. Donc il y a vraiment une question sur qu'est-ce qu'on fait avec ce terrain de jeu? Est-ce qu'on le laisse en mode de terrain vague ou est-ce qu'on cherche vraiment à le modérer, à peut-être le niveler, à peut-être le pencher pour favoriser par exemple des informations de plus grande qualité, des informations plus fiables, des informations moins controversées, des informations moins polarisantes et ainsi de suite. Voilà, donc je pense que c'est un des grands défis qui va se poser à l'éthique de l'information, enfin qui se pose déjà, qui s'est posé il y a 4 ans et sur lequel je pense qu'il y a un manque flagrant de réflexion à l'heure actuelle et de solutions. Une autre préoccupation qu'on peut avoir, c'est l'utilisation de différents algorithmes alors soit à des mauvaises fins, ou soit des algorithmes qui sont déployés trop précipitément et pour lesquels on n'a pas encore eu le temps d'étudier des failles qui sont peut-être un peu plus difficiles à percevoir. Et donc là l'exemple en particulier que j'ai en tête, c'est les algorithmes qui sont capables de créer du texte. Donc GPT-3 notamment dans ce cas, qui a été créé par OpenAI et qui a été commercialisé avec des systèmes de licence à différents utilisateurs. Et ça a été commercialisé très très vite, avec très peu de réflexion éthique et de sécurité au préalable. Et ouais, il y a différents chercheurs, donc, en l'occurrence, ça c'est un ancien chercheur, qui ont juste testé GPT-3 en commençant une phrase, on lui demande de compléter. Et là, ce qu'on voit dans cet exemple, c'est que à chaque fois qu'on commence une phrase par two Muslims, ou une mention de musulmans, GPT-3 complète ces phrases en parlant de terroristes. Et là où c'est très préoccupant, donc il y a un lien qui est fait, en tout cas par GPT-3, entre musulmans et terroristes. Et là où c'est très préoccupant, c'est que donc récemment, donc, il y a eu cette affaire Timmy Gebru à Google qui avait à voir avec enfin, ces algorithmes de traitement de langage qui ont été développés, enfin, qui sont clairement au cœur de Google, parce que Google, Google fait, ce que Google fait, c'est il lit Internet en fait, et ensuite il ordonne Internet en fonction de ce qu'il lit, et puis il propose des réponses à des requêtes en fonction de cela. Et donc si les algorithmes qui font ce traitement du langage chez Google sont comme GPT-3, et il y a a priori, surtout s'ils sont déployés rapidement, et de ce que j'entends, ça a l'air d'être vraiment le cas, ces algorithmes ont ce genre de biais également. Et donc, si on imagine un utilisateur de Google qui veut chercher, par exemple, événements musulmans sur Google, on peut se demander, est-ce que Google va répondre Ramadan ou est-ce qu'il va répondre attaque terroriste? Et ça peut ensuite avoir des conséquences importantes sur si ce cliché est beaucoup plus mis en avant, ça va avoir des impacts sur la manière dont on vit en société, sur les décisions politiques, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un enjeu à l'échelle de tout le monde entier derrière ces algorithmes et ce traitement de l'information automatisée. Alors, sur cette thématique, plutôt sur les plateformes dites gérées, on a une question parce que globalement, en fait, ce qu'on entend plutôt, c'est presque l'inverse, c'est qu'il y a une modération euh, excessive. Et on a souvent voilà, des personnes qui se plaignent du fait que leur poste a été censuré, etc., pour de mauvaises raisons. Donc, est-ce que c'est la personne écrit, est-ce que c'est la face émergée de l'iceberg et qu'en fait, en réalité, elle est plutôt, il y a un manque de modération ou est-ce que les deux peuvent cohabiter? Faut bien modérer, j'ai envie de dire. Donc personne, c'était ma prochaine slide sur les vidéos pédophiles. Je pense que personne ne veut voir des vidéos pédophiles apparaître sur YouTube en prochaine vidéo recommandée. Surtout s'il y a un autoplay, on peut imaginer des situations assez catastrophiques. Bon, bref. Donc clairement, il y a de la modération à faire. La difficulté, c'est de bien modérer. Et pour se rendre compte de l'échelle de la difficulté, en 2017, donc bon, 2017, à l'échelle de tout ça, 2017, c'était presque il y a longtemps. En 2017, Google a censuré
100 publicités par seconde. Parce qu'elles n'étaient pas conformes aux codes éthiques de nudité, pornographie, je ne sais pas trop, violence et tout ça. Donc, 100 publicités par seconde, c'est forcément un algorithme. C'est impossible de faire ça. Il faudra des armées d'humains. Donc, c'est vraiment énorme, quoi. Et les algorithmes qu'on conçoit aujourd'hui, ils ont des failles. Par exemple, ils vont confondre, à chaque fois qu'ils vont entendre musulman, ils vont compléter par terrorisme. Et du coup, la modération va avoir des biais, va avoir des failles. Donc, la prochaine slide illustre également pas mal ce problème. Donc ça, c'est un article de début 2019 qui a rapporté le fait que beaucoup des utilisateurs ont seulement vu des vidéos sur YouTube, mais en plus YouTube, l'algorithme de YouTube a recommandé ces vidéos pédophiles à certains utilisateurs. Ça, clairement, YouTube ne veut pas. C'est même pas une question d'éthique, c'est juste une question de performance. Parce que bon, ça, c'est très mal pour YouTube. Déjà, ça fait mauvaise PR. En plus, c'est pas bien pour les annonceurs. Les annonceurs sont pas contents. Du coup, c'est moins de revenus pour YouTube. Clairement, ça, YouTube ne veut pas. C'est dans l'intérêt de YouTube de censurer, de modérer en tout cas les vidéos pédophiles de la bonne manière. La difficulté, c'est juste l'échelle. Donc, si vous imaginez que YouTube, c'est 500 heures de nouvelles vidéos par minute. Donc, encore une fois, c'est des échelles énormes. Et pour bien modérer tout ça, il faut forcément des algorithmes. Il y a des humains aussi. Il y a d'autres choses à dire, je ne vais pas trop divaguer. Mais il faut clairement des algorithmes quelque part. Et maintenant, on peut se dire, les algorithmes, aujourd'hui, ils ne sont pas si mauvais pour détecter la pédophilie. Ils ont été entraînés sur pas mal de données. Et peut-être que ceux de YouTube sont bons à 99,99%, ce qui est vraiment excellent. Mais le truc, c'est que 99,99%, c'est-à-dire que dans 0,01% des cas, l'algorithme ne va pas modérer, va laisser passer une vidéo pédophile. Et ça veut dire qu'un attaquant, quelqu'un qui veut vraiment mettre des vidéos pédophiles sur Internet, peut-être parce que il a cette obsession, peut-être aussi juste parce que ça fait de l'argent aussi, il lui suffit de mettre en ligne 100 000 vidéos pour que 10 passent le filtre. Et en fait, en pratique, c'est même pire que ça parce que les attaquants, ceux qui veulent mettre ce genre de contenu sur YouTube, ils ne vont pas juste mettre 100 000 vidéos aléatoires comme ça, ils vont chercher à étudier les failles de YouTube, de l'algorithme de modération de YouTube. Et ça, en tant que youtubeur, je le fais aussi. C'est un truc bien connu. Si on change un peu la luminosité, si on fait quelques effets bizarres, si on change un peu le son, il y a quelques petits trucs là qui permettent d'augmenter la chance que ça va passer le filtre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des attaques adversariales en machine learning. C'est essayer ou des attaques par évasion, parfois on dit, c'est essayer d'exploiter les vulnérabilités de ces algorithmes en termes de modération. Et pour pouvoir éviter les filtres. Et du coup, la solution de YouTube, c'est, s'ils veulent vraiment pas de vidéos pédophiles, ils peuvent juste augmenter le seuil de modération et du coup modérer plus de vidéos, mais ça va faire du coup ça va faire aussi, si on augmente ce seuil, forcément il y aura aussi des vidéos qui seront censurées alors qu'elles sont tout à fait legit, qu'elles n'ont pas de pédophilie. Donc il y a juste un bon arbitrage à trouver. Et ça, c'est même pas une question d'éthique, c'est juste une question de performance. Et le problème, c'est que les algorithmes d'aujourd'hui, ils sont généralement, ils ont ces failles, tout simplement parce que c'est vraiment un travail difficile. Faut concevoir des algorithmes qui sont de niveau humain pour reconnaître la pédophilie, voire parfois d'un niveau c'est pas si facile. Parfois, il y a des. Bon, la pédophilie, encore, c'est pas le plus compliqué, mais parfois, il y a vraiment des histoires de contexte. Donc, si vous voyez une vidéo en indien, il y a un contexte indien parfois à comprendre pour comprendre que cette vidéo n'est pas correcte. Donc, c'est vraiment un travail très, très difficile. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de beaucoup plus de recherche. Oui. Du coup, on a une question dans le chat qui demande si YouTube a en fait des bases de données de vidéos pédophiles pour entraîner leurs algorithmes et s'il y a un cadre légal. Donc, j'imagine que ça s'étend à tous les contenus illégaux que YouTube pourrait censurer comme les autres entreprises. Alors, je n'ai pas cette information, mais oui, très probablement, ils ont une banque de données pédophiles pour entraîner leurs algorithmes.
Au niveau de la législation, c'est vraiment pas facile. Parce que si vous demandez que ça soit bien qu'il y ait une légifération par rapport à ça, en gros, vous allez tuer la compétition. Parce que les meilleurs aujourd'hui, c'est Google et YouTube parce qu'ils ont beaucoup plus de données. Donc c'est vraiment pas facile de raisonner par rapport à ça. Faut se dire, enfin, DuckDuckGo n'a pas les moyens de YouTube. Donc, ils ne vont pas pouvoir avoir les algorithmes de modération que YouTube a. Et du coup, ils sont plus vulnérables à des attaques pédophiles. Et en tout cas, dans le dark web, en tout cas, là où il y a beaucoup moins enfin, c'est beaucoup moins visible, on va dire. Bah, là, il y a beaucoup de contenus problématiques qui, du coup, circulent. En tout cas, c'est vraiment pas un problème facile, c'est ce que j'essaie de dire. Cool. Ok, donc parmi les autres problèmes avec ces contenus qui ont vraiment des impacts à très grande échelle, il y a le problème de la vaccination. Donc, il y a une étude dans Nature qui a étudié en particulier la montée des groupes anti-vax sur Facebook. C'est une étude de 2020. Donc, c'est toujours important de garder les dates en tête parce que le monde, tous ces trucs avancent très très vite. Donc, c'est un truc assez récent. Et ce qu'ils observent, c'est que les groupes anti-vax grossissent beaucoup sur Facebook. Et c'est un truc mondial aussi. En France, on en avance sur l'anti-vax. Donc, c'est pire en France qu'ailleurs dans le monde. Mais bref. Et d'après leur modèle, donc ils ont juste fité, ils ont créé un petit modèle comme ça, et ils ont fité un peu la courbe. Et ce qu'ils prévoient, c'est que si on continue la tendance, c'est que dans 10 ans, le mouvement anti-vax pourrait être prédominant. Et ça, donc j'imagine que vous avez entendu parler un peu de vaccination cette année, en particulier de l'immunité de groupe. Ça, c'est très très préoccupant parce qu'il y a des maladies qui sont beaucoup plus contagieuses que le Covid-19. Donc, par exemple, la rougeole a un taux de reproduction de l'ordre de 15 à 18, enfin vraiment un truc beaucoup plus grand. Donc il faut vraiment qu'il y ait plus de 90-94% de la population qui soit vaccinée pour contenir l'épidémie. Et du coup, si la vaccination diminue, on peut avoir des effets en chaîne comme ça qui peuvent conduire à d'autres sortes de pandémies. Pandémie de rougeole en particulier dans ce cas. Et du coup, c'est vraiment un combat. Donc là, ça conduira à d'autres lockdowns, d'autres confinements. Il y a vraiment des conséquences sociales vraiment importantes. Et je compte en plus, et puis il y a les morts aussi. Donc c'est vraiment des questions de vie ou de mort et à l'échelle de la société dont on parle maintenant. Et ça, pareil, sur l'anti-vaccination, Google et YouTube ont des algorithmes beaucoup plus justes et ils sont beaucoup plus entraînés et beaucoup plus performants. Et il y a vraiment un effort chez YouTube en dessous pour réduire la propagation de ce genre de contenu. C'est une bonne chose que font Google et YouTube. Un autre problème sur lequel j'ai envie d'insister, c'est les problèmes de santé mentale. Donc, j'imagine que vous l'avez peut-être que certains d'entre vous l'ont ressenti cette année. 2020 n'a pas été facile. En tout cas, moi, je l'ai clairement ressenti. Ça a été très pesant, anxiogène. Il y a un sentiment de solitude, d'agacement, d'énervement, de frustration. Il y a beaucoup de sentiments indésirables. La pandémie est ce qu'elle est. Et il y a vraiment une préoccupation que les réseaux sociaux aggravent la situation. En tout cas, certaines utilisations des réseaux sociaux peuvent aggraver ce genre de sentiment d'inconfort émotionnel. L'un des exemples, un des sujets pas mal discutés, par exemple, c'est les suicides chez les adolescentes qui utilisent beaucoup Instagram en particulier. Ouais, donc il y a des données assez préoccupantes. Le nombre de suicides a augmenté. Donc les suicides, c'est 100 000 morts par an. Donc c'est 1 million de morts par an, pardon. C'est 1 million de morts par an, donc c'est beaucoup. Et même une augmentation de 10% des suicides, c'est énorme, quoi. Donc c'est vraiment un sujet important. Et puis à côté de ça, il y a juste le bien-être global. Donc si on pense que le bien-être, c'est important d'un point de vue éthique, je commence à penser qu'être bien dans sa peau, c'est quand même mieux. Clairement, il y a quelque chose à faire au niveau des réseaux sociaux et des algorithmes de recommandation.
J'utilise beaucoup Twitter, moi, personnellement. J'ai beaucoup d'amis qui utilisent Twitter aussi. Et clairement, il y a beaucoup de gens qui vivent mal leur relation à Twitter. En tout cas, c'est pas mal mon cas. Enfin, c'est souvent mon cas, pas tout le temps. J'essaie de me soigner par rapport à tout ça. Mais il y a quelque chose de très malsain à être constamment dans le débat conflictuel. Il y a un agacement qui peut se créer. Et ça aussi, ça a ensuite des conséquences à l'échelle de la société, quoi. Si tout le monde est énervé à sa propre vision du monde, ça va être difficile de se mettre d'accord, de collaborer sur des sujets complexes, sur lesquels il y a besoin de plus d'attention et de nuances, comme le changement climatique, comme les problèmes de santé mentale, et comme tant d'autres problèmes de société, malheureusement. Et donc, faire attention à cela, je pense que c'est aussi un des grands enjeux de l'éthique de l'information, parce que l'information peut faire déprimer, peut isoler, peut avoir des conséquences tragiques sur la santé mentale et même sur la vie de nombreuses personnes. Voilà, donc c'est ce que j'appelle parfois démocratie 2.0, c'est que donc la démocratie classique, la démocratie 1.0, c'est à travers le vote et tout ça, c'est celle qu'on connaît bien, avec les systèmes politiques et tout ça. Les réseaux sociaux ont pas mal changé un peu notre relation à la politique. Il y a eu beaucoup d'excellentes choses qui s'en sont suivies. Donc, par exemple, il y a toutes sortes de mouvements autour du changement climatique qui ont pris beaucoup plus d'ampleur grâce aux réseaux sociaux. Il y a eu les printemps arabes dans les pays arabes qui ont remis en question certains systèmes politiques. Mais il y a aussi beaucoup de choses assez négatives qui ont émergé juste de cette nouvelle façon de diffuser l'information et de promouvoir différentes idéologies. Et je pense que récemment, il y a vraiment de quoi être de plus en plus préoccupé. Donc, bon, par exemple, il y a le mouvement QAnon aux États-Unis qui est assez, que je trouve très préoccupant. Il y a eu ce documentaire qui est sorti en France, Hold Up, qui a des chiffres, voilà, qui est extrêmement conspirationniste, qui est avec beaucoup d'intervenants très, très, très douteux, et qui a fait, dont le trailer a fait 6 millions de vues sur Facebook en 24 heures. C'est vraiment du jamais vu. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Et je ne connais pas d'équivalent de succès tel sur les réseaux sociaux. Et bon, il y a peut-être suivi aussi l'histoire sur l'hydroxychloroquine où il y a, voilà, ouais, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas être trop clivant. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu jusque-là que l'éthique de l'information, c'est vraiment important, que le futur de l'humanité se joue avec l'éthique de l'information, et que c'est vraiment important de faire quelque chose pour combattre tous ces risques au moins. Et voilà, j'espère que j'ai été assez convaincant de ce côté-là. Parce que maintenant, je vais passer à un autre aspect qui est, ok, supposons maintenant qu'on soit convaincu de l'importance de tout ça. Ce qui est vraiment difficile, hein, de mon expérience, c'est vraiment difficile d'être vraiment, de sentir que c'est vraiment l'enjeu prioritaire, quoi. C'est plus important que beaucoup de choses dont on parle. Bah, si on est convaincu que c'est vraiment un enjeu important maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, maintenant, je vais vous présenter donc Tournesol, donc, qui est un projet sur lequel que j'ai initié et sur lequel je travaille depuis mai, en gros, depuis plusieurs mois. Et voilà, c'est un peu ma proposition de solution face parmi d'autres, mais par rapport à ce problème. Alors, pour comprendre l'importance de Tournesol, donc il y a Zeynep Tufekci, qui est une sociologue, qui, pendant la crise du Covid, disait cette phrase que je trouve très intéressante, qui disait voilà, il faut imaginer au début de la crise, tout le monde avait un avis, les experts se contredisaient, c'était vraiment le bordel. Elle disait, voilà, c'est la crise épistémologique du moment. Il y a beaucoup d'expertise un peu partout, mais il y a moins d'outils que jamais pour distinguer l'expertise du reste. Et ça, je l'ai clairement ressenti, moi. Pendant la crise du Covid, il y avait ce réflexe de se tourner vers les épidémiologistes, et déjà j'en connaissais,
j'en connaissais quelques-uns, mais j'en connaissais pas vraiment beaucoup. Et puis bon, j'ai découvert un peu quelles étaient les références dans le domaine au fur et à mesure. Mais j'ai un peu la chance d'être connecté déjà par rapport à tout ça. Mais même là, les experts parfois se contredisaient. Enfin, c'était compliqué. Et en plus de ça, les prédictions des experts étaient loin d'être si fiables. J'ai fait une vidéo là-dessus où, en termes de prédiction probabiliste qu'ils faisaient, ça marchait vraiment pas. C'était vraiment mauvais. Et du coup, il y avait vraiment cette réflexion de comment identifier l'expertise. Une autre anecdote par rapport à tout ça, c'est qu'au début de la crise, j'ai quelques amis qui travaillent à YouTube et j'ai envoyé des messages à mes amis qui travaillent à Google. Et je leur disais, bon bah voilà, c'est la merde, faut vraiment mettre en avant des contenus de qualité. Et j'ai mis du temps à les convaincre et tout ça. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit, ok, je vais peut-être faire quelque chose, mais du coup, quelle vidéo tu comptes mettre en avant? Et alors, moi, j'avais fait quelques-unes des vidéos. Il y a eu une vidéo, je pensais, qui était la vidéo collaborative pour ceux qui l'ont vue avec d'autres youtubeurs. Ça, je pensais que c'était important de mettre en avant, donc j'ai répondu cette vidéo. Mais mes autres vidéos n'étaient pas si adaptées. Et puis je regardais autour et je ne savais pas trop quoi recommander. C'était vraiment un travail difficile de savoir quoi recommander. Bon, j'en ai recommandé quand même plusieurs qui étaient chouettes, mais c'est vraiment pas facile, simplement parce que j'ai pas vu tout YouTube et j'ai l'expertise limitée que j'ai. Donc c'était vraiment difficile de trouver quelle vidéo recommander. Et justement, L'idée de un seul, oui. il y avait une question de Thomas qui disait, est-ce qu'il n'y a pas un risque à vouloir trop contrôler l'information? Et que, effectivement, filtrer la désinformation peut être très bénéfique, comme tu l'as dit, mais si on pousse ça trop loin, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aboutir à une disparition des opinions marginales et donc de diminuer le débat démocratique, surtout Ouais. quand l'information est filtrée par des entreprises qui sont elles-mêmes très puissantes et donc qui décident de quelle information est bonne et quelle information est mauvaise, quoi. Ouais, donc, alors, il y a plusieurs choses à Oui, il y a répondre. plusieurs choses. C'est une question un peu compliquée, mais sur la diversité d'informations, si on pense que c'est désirable, c'est important qu'on ait un moyen de trouver, d'identifier cette diversité, enfin ce degré de diversité qu'on trouve désirable. Donc c'est vraiment une question aussi euh, c'est une question aussi d'identifier les contenus qui sont pas forcément le truc sur lequel tout le monde est d'accord, mais qui sont désirables parce qu'ils apportent les bonnes questions et tout ça. Donc, je pense que c'est toujours une réflexion importante à avoir. J'ai envie de rajouter, de toute façon, cette information est modérée. L'information, de toute façon, aujourd'hui, souvent c'est YouTube qui va ramener ça dans la liste des recommandations de quelqu'un d'autre. Et la manière dont YouTube le fait va pas forcément favoriser cette diversité. Enfin, il y a des réflexions à avoir autour de tout ça. Enfin, tout ça pour dire que c'est vraiment une question importante, mais c'est pas une question facile. Et donc, peut-être que je reviendrai peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, c'est une préoccupation importante à avoir. Ok. Donc, en tout cas, pour Tournesol, l'idée, c'est déjà d'identifier la qualité. Donc, une des solutions auxquelles on peut penser tout de suite, c'est par exemple, c'est celle que je propose en fait, que je proposerai, que j'ai proposé à Google, mais que je leur reproposerai lorsque le Tournesol sera un peu plus avancé, c'est que au moins une vidéo sur 5 résulte d'une recommandation par un système qui valorise la qualité de l'information. Donc, voilà, et 4 vidéos sur 5, ça peut être YouTube comme le ferait d'habitude. Sachant que YouTube, tel qu'il le fait d'habitude, ça ne va pas forcément favoriser. C'est très difficile en fait d'identifier l'information qui est, qui est juste la diversité nécessaire, mais qui est vraiment intéressante à promouvoir. Enfin, je pense que c'est vraiment une question intéressante, mais pas facile. Bon, bref, revenons à Tournesol. Donc, l'idée de Tournesol, c'est, bon, voilà, vu que un humain tout seul, en tout cas moi tout seul, c'est compliqué de savoir quoi recommander. L'idée, c'est d'avoir une plateforme où beaucoup de gens vont dire ce qu'ils préféreraient voir recommander. Donc, on a une plateforme où il y a beaucoup de contributeurs, n'importe qui peut devenir contributeur, et dire telle vidéo, je pense qu'elle est préférable à recommander à telle autre vidéo.
Donc, l'un des objectifs ici, c'est vraiment de collecter au moins des données sur ce que les gens considèrent préférable. Je pense que c'est des données qui sont vraiment importantes à collecter. Alors, ça pose pas mal de difficultés. L'une des difficultés, c'est que, OK, si on a cette plateforme, bah, pourquoi, elle risquerait de se faire pourrir si le terrain de jeu est complètement plat, bah, c'est les acteurs les plus motivés qui vont dominer le terrain. Donc là, typiquement, on peut imaginer des trolls russes. Je suis désolé pour les Russes, hein, c'est les plus connus en termes de trolls. Mais bon, les trolls aujourd'hui viennent des quatre coins du monde. Mais voilà, disons qu'il y a des trolls russes qui veulent venir et envahir la plateforme. Donc, notre solution pour éviter ça, c'est d'avoir des emails qui sont certifiés. Donc, on demande aux gens de certifier des adresses email. Et par email certifié, c'est un email rattaché à une institution de confiance. C'est le critère auquel on a pensé. Je pense que c'est important de réfléchir à d'autres critères, mais c'est le seul critère auquel qu'on a trouvé qui soit simple d'utilisation. Mais bon, je pense qu'il faut plus de recherche et trouver d'autres critères, mais bon, voilà, c'est le critère qu'on a utilisé. Et donc, l'idée, c'est que voilà, tout le monde les contributeurs qui ont une adresse certifiée, donc vous avez typiquement une adresse ensei.edu ou .fr, je ne sais pas. Ouais, vous avez une adresse rattachée à l'Ensei, donc vous pourriez vous inscrire à Tournesol. Vous devriez vous inscrire à Tournesol. Ça n'existe pas encore. Enfin, on est encore en phase de développement, ça devrait être disponible, j'espère, dans les semaines à venir. Et donc, n'importe qui veut contribuer peut ensuite choisir n'importe quelle vidéo qu'il a vue, par exemple, et dire, bon, bah voilà, j'ai vu ces deux vidéos et bah, je trouve que celle à gauche est plus fiable, celle à droite est plus pédagogique, celle à gauche est plus importante. Voilà, vous remplissez les différents critères. Et ensuite, à partir de tout ça, donc on a des données sur les préférences de différents contributeurs et on a des algorithmes ensuite de machine learning qui sont sur lesquels, qui sont vraiment intéressants, sur lesquels je pourrais disserter si vous voulez plus de maths. Mais en tout cas, on a ces algorithmes qui vont permettre ensuite d'agréger les préférences, les jugements de différents experts et d'inférer du coup un score. En fait, pour chaque expert, on va inférer les scores qu'il aurait donné aux vidéos, qui sont cohérents avec les jugements binaires un contre un qu'il a donné. Et ensuite, on va agréger les scores des différents avec une sorte de médiane. Et ça va constituer ce qu'on appelle le score tournesol. Et à partir de ces scores, donc on a un autre système de recommandation qui va pouvoir du coup générer. Donc vous pouvez aussi le personnaliser, donc taper un mot-clé, modifier l'importance que vous donnez à la fiabilité de l'information, l'importance que vous donnez à la pédagogie de l'information, et ainsi de suite. Et à partir de ça, vous pouvez avoir des recommandations. Voilà, donc ça pose plusieurs problèmes sur lesquels j'ai quand même envie de dire quelques mots. Donc la question comment identifier les experts, c'est une question difficile. Donc la solution de base qu'on a trouvée, c'est validation des emails. Donc c'est très bien parce que c'est automatique et c'est très simple. Mais on sent qu'on aimerait aller au-delà de ça. Notamment, on aimerait qu'un expert en virologie ait plus d'importance lorsque ça parle de virus qu'un astrophysicien. Et surtout, on ne veut pas que l'astrophysicien dise quoi que ce soit sur les maths. Non, je plaisante. Voilà, ajuster les expertises, ça paraît important. Donc, on demande aussi aux experts d'entrer des informations, mais du coup, ça va être rapporté. Donc ils peuvent mentir. Donc, bon, après, on a un système où d'autres utilisateurs peuvent rapporter, signaler que tel expert a menti ou quelque chose comme ça. Mais bon, l'idée, c'est de construire aussi des informations, une base de données sur chacun des experts pour savoir à quel point on peut leur faire confiance sur tel ou tel sujet. Donc ça, c'est un des problèmes. Il y a beaucoup plus de recherche encore à faire à ce sujet. Oui. Par rapport aux institutions dites fiables, on va se baser sur quels critères pour dire que telle institution est fiable et pas telle autre? Donc ça, c'est une excellente question. Des institutions qui vont devoir demander à faire partie et ensuite à se faire valider Ouais, donc Tournesol, il faut savoir, c'est une petite équipe, hein, on n'a pas les moyens de. Donc pour l'instant, on est encore petit. Mais l'idée,
donc pour l'instant, ça va être fait à la main. Mais l'idée à terme, c'est que on compte construire un méta-tournesol sur tournesol, où l'idée, c'est que les gens vont exprimer des préférences sur ce que tournesol devrait faire. Et donc, on peut imaginer un système, j'imagine en tout cas un système, où les personnes, où les différents contributeurs certifiés disent, bon, telle institution, je pense qu'il faut lui donner un droit de vote à 100%, telle institution, je lui donnerai juste 50%. Voilà. On peut imaginer un système un peu comme ça, et puis combiner les avis des experts. Et si la majorité des experts pensent que telle entité est complètement digne de confiance, elle devient validée. Voilà, c'est un peu l'idée. Et puis du coup, ils ont ensuite le droit de participer au méta-tournesol et ainsi de suite. Ok. Ouais. Une autre question qu'on va se poser, c'est comment se prémunir des experts escrocs, ou voire des institutions escrocs. Donc on peut imaginer que tout à coup, un expert, soit parce qu'il défend sa théorie, cette année, il y a eu certains experts qui ont défendu leur point de vue, même s'il allait à l'encontre du consensus des scientifiques. Sur le changement climatique, on a toujours quelques experts, quelques physiciens qui sont climato-sceptiques. Et donc, pour se prémunir de ces experts, on a pas mal réfléchi à des algorithmes qui fonctionnent même si certaines données, mais on ne sait pas lesquelles, sont complètement biaisées, sont complètement adversariales. Donc ça, c'est une thématique de recherche plus générale qu'on appelle la statistique robuste, ou la résilience byzantine. Donc, statistique robuste, c'est plus un langage de statisticien. Résilience byzantine, c'est plus un langage d'informaticien. Mais bon, l'idée est la même, c'est certains éléments, certaines sources de données sont potentiellement complètement corrompus, c'est peut-être même des trolls, des comptes hackés, voilà. Et ce qu'on veut, c'est que l'algorithme continue à bien apprendre, même si une fraction des données, mais on ne sait pas laquelle, est complètement attaquée. Donc ça, c'est un champ de recherche aujourd'hui en machine learning qui est extrêmement important et qui est extrêmement porteur. Donc, si vous vous intéressez plus à la recherche à faire, c'est un des champs que je trouve très intéressant. On a 2 questions dans le chat. Ouais. Une qui demande comment est-ce qu'on choisirait les vidéos à comparer, et l'autre qui demande pourquoi ne pas utiliser des institutions reconnues, notamment par l'État, pour le méta-tournesol. Alors, donc, la première question, j'ai une mémoire à court terme très mauvaise. C'est quoi Comment choisir les vidéos à comparer? Oui, les vidéos à comparer. Donc les vidéos à comparer, alors l'utilisateur le contributeur peut choisir lui-même les vidéos à comparer. Et on est en train aussi de mettre en place un système où, alors typiquement l'utilisation que j'en fais aujourd'hui, je pense être l'utilisation la plus efficace, c'est vous regardez une vidéo sur YouTube, vous l'avez aimée. Là, on a une extension Chrome, ou une extension pour le navigateur. Vous cliquez sur l'extension et ça vous ramène directement à la page Wikipédia où la vidéo que vous venez de regarder apparaît à gauche, et puis la vidéo à droite est générée automatiquement parmi les vidéos que vous avez déjà jugées. Du coup, vous n'avez pas à revoir la vidéo, vous êtes censé l'avoir déjà vue. Et donc là, vous remplissez, et ensuite, vous pouvez régénérer la vidéo de droite, parce qu'il faut quand même pas mal de jugements par vidéo pour avoir des données avec lesquelles on peut commencer à faire quelque chose. Et donc la vidéo à droite, vous pouvez la régénérer, et donc pour l'instant, c'est juste régénéré automatiquement parmi les vidéos que vous avez vues, mais on est en train justement de développer, c'est une question de recherche aussi intéressante, mais c'est également de développer des solutions pour immédiatement trouver une vidéo pour laquelle la comparaison va fournir des données intéressantes. Donc, au lieu de tirer une vidéo aléatoire, on va essayer de trouver une vidéo telle que lorsque vous remplissez les données, avec ces nouvelles données, on est capable de bien mieux estimer le score que vous auriez donné à la vidéo que vous êtes en train de juger. J'espère que c'était clair. Donc, ça fait partie d'un champ du machine learning qui s'appelle active learning. Donc, active learning, l'idée, c'est on optimise les questions, la collecte de données, comment les données seront collectées. Et l'autre question, c'était ? Ok, donc c'était clair. Et la deuxième question, c'était pourquoi ne pas utiliser des institutions reconnues, notamment par l'État, pour le méta-tournesol? Ouais, donc, alors déjà, je pense que tournesol a une vocation à être internationale, donc c'est un peu compliqué. Il y a certains États où c'est compliqué de leur faire confiance. Voilà,
Bon, je ne vais pas citer de nom, voilà, vous pouvez deviner certains États. Donc, c'est un peu compliqué de dire. Après, ce qu'on peut faire, c'est donner à chaque individu. Je pense que c'est intéressant de passer à l'échelle de l'individu. Parce qu'il y a des problèmes de dynamique, en fait, aussi à l'échelle des institutions. Parce que les institutions, déjà, c'est beaucoup moins réactif. Une institution, ça met beaucoup de temps à répondre à un email. Et participer à un projet comme ça prend des années. Ça prend moins des mois, donc ça peut être compliqué. Et donc, la solution qu'on a plus en tête, c'est d'aller chercher directement les personnes à l'intérieur de ces institutions. Et donc, les personnes à l'intérieur de ces institutions peuvent facilement créer un compte et remplir leurs données. Et comme ils peuvent juger des vidéos, il y a aussi une réflexion qu'on a aussi sur la protection des données du coup des contributeurs. Et du coup, dans certains pays en particulier, bon, je vais prendre l'exemple du Maroc que je connais un peu. Au Maroc en particulier, il y a beaucoup de médecins et de scientifiques qui n'osent pas se prononcer publiquement. Donc, il y a une tribune, mon co-auteur Hamdi qui a écrit une tribune dans un journal important au Maroc. Et il s'est beaucoup fait critiquer pour avoir écrit cette tribune alors qu'il n'est pas ni médecin ni épidémiologiste. Mais en fait, la raison pour laquelle il a écrit cette tribune, c'est parce qu'il a donné d'autres noms de personnes à interviewer aux journalistes, et toutes ces personnes ont refusé parce qu'elles ne voulaient pas parler publiquement. Et donc je pense que c'est important de protéger l'expression d'avis sur quelle est l'information fiable. Et du coup, sur Tournesol, par défaut, les données sont du coup protégées, anonymisées. Anonymisées, ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas protégées. Mais on offre aussi la possibilité d'avoir des notations et des espaces commentaires qui sont publics, ou des espaces commentaires aussi, vous pouvez commenter anonymement. Voilà, je pense qu'il y a un mélange à trouver entre la part qui est difficile en fait à trouver entre la part transparence et protection des données personnelles. Ok, merci. Et dans la même lignée, c'est comment on donne des incentives pour les contributeurs pour qu'ils donnent de leur temps, parce que forcément ça va prendre de temps, parce qu'il faut regarder des vidéos, il faut prendre le temps de les noter sur plusieurs critères. Ouais, donc là, c'est une grosse difficulté. Donc, clairement, il n'y aura pas d'incentif financier parce que bon, je n'ai pas beaucoup d'argent à donner, parce qu'il n'y a pas énormément de contributeurs. Donc, clairement, c'est une difficulté. C'est pour ça que c'est très important d'insister sur la première partie de cet exposé, sur l'importance de l'information aujourd'hui. Parce que bon, c'est du bénévolat. Hein. Je peux pas, on n'a pas de fonds pour rémunérer les contributeurs. Donc, je pense qu'il faut vraiment se convaincre que l'information, c'est vraiment important aujourd'hui, que c'est le nerf de la guerre. C'est là que les choses peuvent mal tourner ou beaucoup s'améliorer. Et du coup, ouais. J'espère que ça peut convaincre certaines personnes, mais bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont assez sensibles à l'importance de l'information sur tous les sujets comme la vaccination ou le changement climatique. Donc, j'espère que c'est un incitatif. Après, il y a aussi beaucoup de travail qu'on va devoir faire pour rendre Tournesol facile à utiliser, plaisant à utiliser, pour que ça soit un plus un réflexe de l'utiliser. C'est clairement un énorme défi, quoi. Et bon, on va essayer de faire de notre mieux, mais bon, c'est un grand défi. Ok, d'accord, merci. Ouais, donc, un autre point sur lequel j'ai envie d'insister, parce que c'est une question mathématiquement fascinante, et moi j'aime bien les maths, hein. C'est la question comment ne pas pousser les experts à exagérer leurs préférences. Donc, il y a un peu un risque, si vous imaginez, voilà, un exemple que je vais prendre, c'est que, donc, par exemple, donc moi j'ai un podcast qui s'appelle Axiom, c'est sur YouTube. Et un jour, sur YouTube, sur le téléphone, t'entends YouTube demande à l'utilisateur son avis sur une vidéo qu'il a vue la veille, quelque chose comme ça. Et donc un jour, YouTube m'a demandé mon avis, en tant que Science for All, sur un épisode d'Axiom, dont je suis aussi l'auteur. Et moi, j'ai répondu, cette vidéo a changé ma vie. Clairement, c'était pas très honnête de ma part. Mais il y a un risque à ce que lorsqu'on trouve une vidéo bien, mais
qu'on exagère complètement. Et si tout le monde exagère complètement cela, ça peut complètement polariser les choses et en particulier, ça peut rendre le vote difficilement crédible. Donc, une autre façon dont j'aime expliquer cela, c'est que typiquement, donc dans le cas de ce que j'ai appelé la démocratie 2.0, donc la démocratie via les réseaux sociaux, il y a l'impression que les gens gardent, ça ressemble un peu à une moyenne des avis qui sont exprimés. C'est un peu... ouais, en tout cas, on peut imaginer un modèle qui considère cela. Et si c'est le cas, si l'avis qui émerge d'un réseau social est l'avis moyen qui est exprimé, en fait, ça va donner des incitatifs à chacun d'exagérer ses préférences. Pour donner l'impression que A est horrible, alors que A est moyen, enfin A est pas bien, on va dire. Les gens qui trouvent que A est pas bien, en fait, ils vont dire A est horrible, parce que l'impression que ça va laisser, c'est que, sachant qu'il y a des gens qui vont dire A est très bien, ça va pousser un peu plus à penser cela. Donc si c'est la moyenne, en fait, on a tous tendance à exagérer. Et ça pose plein de problèmes. Bon, déjà, c'est plus difficile d'identifier l'information fiable. Ça pousse, ça crée des mauvaises habitudes. Voilà, c'est très problématique. Donc, dans le langage donc de ce qu'on appelle la théorie des votes ou la théorie du choix social, la théorie des scrutins, ce qu'on dit, c'est que cette façon de s'exprimer, ce réseau social, n'est pas incentive compatible ou strategy proof, on dit. C'est-à-dire qu'il ne donne pas les bons incitatifs. Et donc, une réflexion qu'on a pas mal avec Tournesol, c'est comment donner les bons incitatifs aux différents experts. Comment faire en sorte que mathématiquement, par exemple, ils ont intérêt à révéler leurs vraies préférences. Et donc ça, c'est un problème qui peut se formaliser. Et donc ça combine maintenant du machine learning et de la théorie des scrutins. Et voilà, c'est la recherche en cours. On a déjà quelques résultats préliminaires, mais les théorèmes ne sont pas tous prouvés. Donc peut-être que si je reviens l'année prochaine, je pourrais vous parler plus en détail de tout ça. Mais c'est la recherche vraiment excitante et vraiment fascinante. Enfin, mathématiquement, c'est super joli. Donc s'il y a des gens qui ont encore l'âme d'un mathématicien parmi vous, c'est des questions que je vous invite à investiguer. Donc voilà, ceci achève un peu ma présentation. Je vais juste faire une conclusion comme Adrien l'a signalé en introduction. J'ai écrit ce livre avec Almadi MMD, qui va être professeur à l'école polytechnique, donc de l'autre côté du plateau, du campus. Donc on a écrit ce livre qui s'appelle Le fabuleux chantier, donc qui résume, qui parle beaucoup de choses dont on a parlé, même si Tournesol n'est pas mentionné ce livre parce que Tournesol est postérieur au livre. Mais il y a un peu toutes les idées pour Tournesol déjà dans ce livre. Et donc dans ce livre, on insiste beaucoup sur l'importance de l'éthique de l'information, mais également sur les pistes de solutions. Mais le truc que j'aimerais qu'il ressorte le plus de ce livre et de cette discussion, c'est que c'est vraiment un sujet d'étude fascinant. Je pense que rendre les algorithmes, ces traitements automatisés de l'information robustement bénéfiques, ça soulève des questions qui sont vraiment profondes, à la fois d'un point de vue épistémologique sur comment est-ce qu'on fait pour identifier les informations fiables, mais également d'un point de vue moral, qu'est-ce qui est robustement bénéfique, comment est-ce qu'on décide collectivement et comment on fait pour ne pas laisser Twitter décider ou YouTube décider ce qui est bénéfique, comment est-ce qu'on conçoit un système pour se mettre d'accord sur ce qui est robustement bénéfique. Je trouve que ça soulève vraiment des questions qui sont vraiment fabuleuses. Et j'espère que vous retiendrez de cette présentation que c'est un fabuleux chantier auquel beaucoup de gens sont invités à contribuer. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, c'était super intéressant. Ça a soulevé plusieurs questions dans le chat. Je vais en prendre la première que je vois. Déjà, est-ce qu'il existe un site pour avoir plus d'informations sur le projet Tournesol? Oui. Alors, je n'ai pas été bon. Alors, je vais l'écrire dans le chat du coup. Sinon, on transmettra le lien de toute façon à la fin de la conférence, mais ouais, on peut le mettre dans le chat. Il faut que j'arrête de partager l'écran. Donc, alors Tournesol sera sans doute, j'espère bientôt disponible donc à l'adresse tournesol.app. Et si vous y allez maintenant, en fait,
En fait, ça redirige en ce moment vers le white paper que j'ai écrit, donc le livre blanc qui décrit le projet. Donc là, vous aurez pas mal d'informations, enfin quelques informations. Sinon, pour un peu teaser, je parlerai beaucoup de tournesol sur ma chaîne en 2021. On a une autre question du coup de Lucas qui demande comment apprécier la pertinence des recommandations dans le temps pour certains sujets pour lesquels les connaissances évoluent rapidement. Donc par exemple, on a vu pour le Covid, le consensus scientifique était changeant. On avait des scientifiques qui s'opposaient clairement dans leur point de vue. Donc comment apprécier ça dans Tournesol? C'est une excellente question. Donc on avait au début du projet, j'avais cette idée de rajouter un temps caractéristique à chaque vidéo. En gros, si c'est une vidéo sur le Covid, le temps caractéristique est peut-être de l'ordre de quelques mois. Si c'est une vidéo sur le machine learning, le temps caractéristique est peut-être de quelques années. Si c'est une vidéo sur la conjecture, enfin, la conjecture de Poincaré, le temps caractéristique est peut-être de l'ordre du siècle. Je ne sais pas, c'est des trucs beaucoup plus qui ne vont pas vieillir, quoi. Donc pour l'instant, il n'y a pas ça. On avait cette crainte que du coup, ça allait compliquer un peu l'interface et que ça allait rendre l'utilisation plus compliquée. Donc Tournesol ne cherche pas à faire ça. Mais un des gros espoirs de Tournesol que j'ai personnellement, c'est que ça va stimuler beaucoup de recherche. Parce que en machine learning, il y a un peu ce principe que si vous arrivez à publier une base de données, alors il y aura beaucoup de recherches sur cette base de données. Donc si vous voyez l'explosion du machine learning, en fait, c'est vraiment lié à la création de bases de données. Donc après, il y a beaucoup de réflexions sur comment est-ce qu'on partage les données tout en protégeant les données personnelles. Donc, ça va être un des défis de recherche également. Mais donc, l'espoir, c'est que ça suscite beaucoup de recherches et que beaucoup plus de chercheurs s'intéressent à cette question de comment. Et donc, typiquement, le raisonnement que je viens de faire sur les temps caractéristiques, c'est sans doute quelque chose qui peut être automatisé. On peut peut-être lire dans les commentaires sur Tournesol ou sur YouTube, essayer d'inférer cela. C'est de la recherche difficile mais importante à faire et qu'il faudra faire. Ok, merci. On avait une autre question alors bon, je pense que tu as répondu en partie, mais est-ce que c'est pas une faille de sécurité que l'utilisateur puisse choisir les vidéos? Parce qu'on pourrait imaginer qu'un attaquant pourrait toujours noter la même vidéo pour la surnoter. Mais du coup, je pense que ça rejoint les théorèmes que vous êtes en train d'essayer de prouver pour que les gens n'aient pas intérêt à faire ça, justement. Ouais, tout à fait. donc dans la théorie de l'interaction entre différents individus ou différentes machines, il y a deux concepts importants. Donc, donc ça, c'est les termes d'informatique, mais donc la résilience aux byzantins, ce qu'on appelle, donc des gens qui sont ultra malicieux, ils sont juste là pour foutre la merde, pour faire n'importe quoi, tout ça. Et donc ceux-là ils peuvent être maximalement mauvais, quoi. Et puis il y a l'autre aspect, c'est plus le côté incitatif, où là on suppose que les gens sont stratégiques, quoi. Ils ont un objectif, et ils cherchent juste à l'atteindre, mais du coup ils vont pas faire n'importe quoi. On peut prédire des choses sur ce qu'ils vont faire. Et puis bon, il y a une troisième catégorie, c'est les gens honnêtes. Et donc l'idée de Tournesol, c'est de développer un système qui soit à la fois strategy proof, donc qui gère bien les incitatifs. C'est-à-dire si 100% des gens sont stratégiques, il faut que ça fonctionne. Et si maintenant 90% des gens sont stratégiques, mais 10% d'entre eux sont byzantins, donc maximalement malicieux, il faut que le système continue à fonctionner, quoi. Ouais, ok, d'accord. Alors, on a une question de Rémi qui va pouvoir la poser à l'oral. On va te démute. Voilà, je crois que c'est bon, Rémi. Yes, merci. Alors, merci beaucoup pour tout ce que tu as raconté. Moi, je m'intéresse pas mal à l'altruisme efficace et j'ai créé avec Benjamin une asso, une petite antenne à l'ENSEI. Et donc, c'est un sujet dont on parle pas mal dans l'altruisme efficace, sauf qu'en général, c'est sous un angle qui est assez différent.
on parle beaucoup de risques de l'intelligence artificielle qui ne sont pas immédiats, mais qui pourraient être de très grande ampleur si jamais il y a une intelligence artificielle et une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire qui, dans plein de domaines, a des compétences humaines ou meilleures que celles des humains. Et je voudrais savoir un peu, toi, comment tu vois le lien entre ce que tu racontes et ces risques d'intelligence artificielle générale. Ah, donc, si on a des intelligences artificielles très, 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 très puissantes, donc qui comprennent mieux le monde que n'importe quel humain, qui sont capables d'envoyer des milliards de messages à tous les humains à n'importe quel moment, enfin, imaginez, c'est déjà un peu ce qui existe, hein, on va dire. Parce que j'aime dire que YouTube comprend beaucoup mieux YouTube que moi, enfin, que n'importe quel humain. Donc, ils ont quand même une compréhension assez profonde. Après, je pense avoir encore des meilleures compréhensions de l'économie ou des maths que YouTube. Donc, bon, j'ai encore quelque chose à contribuer. Mais donc, si on imagine ces trucs très, très, très puissants qui contrôlent vraiment l'information, ça devient extrêmement terrifiant parce que s'ils ont des objectifs qui ne sont pas ce qu'on voudrait qu'ils maximisent, ça pose vraiment des... On peut imaginer, si leur but, c'est juste de maximiser le PIB ou maximiser le nombre de vues sur YouTube, on peut imaginer qu'ils vont développer des stratégies vraiment, vraiment qui ne seront pas à notre avantage et qui poseront vraiment des risques énormes. Donc la solution à mon sens, la seule solution si on a des algorithmes comme ça, c'est ce qu'on appelle l'alignement. C'est faire en sorte que la fonction objective de ces algorithmes soit ce qu'on voudrait vraiment qu'elle maximise. Et donc, du coup, ça pose le problème. Comment est-ce qu'on estime ce qu'on voudrait vraiment qu'un algorithme optimise, mais c'est pas spécifique aux algorithmes. Qu'est-ce qu'on voudrait vraiment qu'une institution maximise? Qu'est-ce qu'on voudrait vraiment que le PDG de Google maximise? Voilà. Qu'est-ce qu'on voudrait? Quel est le but? Et donc, je pense qu'il y avait un espoir à une époque qu'on pourrait répondre à cette question. Enfin, les philosophes ont longtemps espéré répondre à cette question, dans le sens où on écrirait un livre et il y aurait la réponse dans ce livre. Et je pense que c'est une vision qui est complètement passée aujourd'hui. En tout cas, moi, je n'y crois pas une seconde. Pour la simple et bonne raison qu'aucun informaticien n'a jamais su définir ce qu'est un chat. Écrire un algorithme qui reconnaît un chat. Et la morale, a priori, c'est plus compliqué. Enfin, il faut au moins connaître ce qu'est un chat. Et du coup, on peut se demander comment est-ce que les informaticiens ont réussi à finalement trouver un algorithme qui identifie les chats. En fait, ils ont fait du machine learning. Et en fait, la raison pour laquelle on fait du machine learning pour savoir ce qu'est un chat, c'est qu'on ne sait pas écrire nous-mêmes à la main un algorithme qui identifie les chats. Et j'ai envie de dire qu'il me paraît extrêmement probable que la seule façon de concevoir l'alignement, de concevoir cette fonction objective, ça va être la même façon dont on définit ce qu'est un chat, ça va être à travers l'apprentissage. Donc, il va falloir pour utiliser des algorithmes de machine learning. Et les algorithmes de machine learning, ils ne font rien de bien, en tout cas, s'ils n'ont pas des grandes quantités de données fiables. Donc, pour en arriver là, c'est critique d'avoir des grandes bases de données fiables sur ce que la plupart des humains considèrent bénéfique. Et c'est vraiment le but de Tournesol. Le but de Tournesol, c'est de concevoir cette base de données où beaucoup de gens expriment ce qui est préférable, en tout cas à recommander. Et si vous avez ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que parce que vous avez étiqueté en fait des contenus sur YouTube qui sont beaucoup plus complexes. Donc ça permet de dire, bon, en fait, cette vidéo est fiable, donc il faut la recommander. Mais en plus, ça veut dire que le contenu de cette vidéo est considéré fiable. Et du coup, vous pouvez ensuite. Donc l'idée, donc ça c'est un peu plus à long terme, c'est qu'on pourrait utiliser des algorithmes de traitement du langage, de reconnaissance de visage et tout ça, pour essayer d'identifier ce qui fait que dans telle vidéo, c'est quelque chose qui plaît à la plupart des contributeurs. Donc, Tournesol, je le vois vraiment en fait une solution pour cela aussi. Et oui, super, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est un peu une première étape vers des trucs qui peuvent avoir une utilité pour ce genre de choses. Et du coup, moi, j'avais une deuxième question qui est comment on fait, nous, en tant que Kensei, comment on peut faire concrètement pour participer au fabuleux chantier? Est-ce que, à l'ENSEI, il y a beaucoup de gens qui font du machine learning, il y a aussi des gens qui font de l'économie. Comment on peut contribuer à ça? Je dirais aux économistes de faire du machine learning.
Donc, il y a pas mal de choses, enfin, il y a énormément de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Enfin, plus je pense à Tournesol, plus je me dis, mais c'est vraiment un chantier énorme, en fait, si on veut faire ça. Donc, il y a des questions de recherche, enfin, surtout, je pense, un des trucs prioritaires aujourd'hui, c'est vraiment les questions de recherche, mieux comprendre tout ça. Enfin, l'autre truc prioritaire, c'est aussi de connecter à Tournesol et de donner, de juger différentes vidéos, ça nous fera plus de données, et ça permettra d'avoir de meilleures recommandations. Mais sur les questions de recherche, je vais un peu citer sur ça. Donc, il y a pas mal de questions de recherche vraiment fascinantes. Donc, typiquement, les statistiques, c'est vraiment critique, parce qu'on pourrait se dire, je vais vanter un peu les statistiques, parce que bon, l'école de statisticien aussi, on pourrait se dire, la bonne solution, c'est de se reposer sur quelques experts, mais on sait que chaque expert n'est pas fiable. Un expert peut être menacé, on peut faire du chantage, on peut le menacer sa famille, et quand c'est un enjeu important, ça va arriver, ça peut arriver en tout cas, donc il faut se prémunir de tout ça, et la seule façon de se prémunir de tout ça, c'est de distribuer le truc et du coup d'avoir un apprentissage plus statistique sur ce que les gens préfèrent. Donc, les statistiques sont vraiment critiques pour la robustesse, pour l'accord aussi entre différents avis. Donc ça c'est vraiment très très important. Donc réfléchir à ce domaine. Il y a énormément de questions liées du coup. Donc bon, dans le livre, on soulève pas mal de problèmes. J'ai une liste de problèmes, si ça vous intéresse, que je serais heureux de partager. Il y a beaucoup de recherches aussi. Enfin, il y a des trucs qu'on a déjà publiés, des trucs sur lesquels on est en train de travailler. Donc, s'intéresser un peu à toutes ces questions. Je pense que la résistance byzantine et la stratégie Proofness, c'est vraiment des sujets vraiment importants et prometteurs, avec plein de maths derrière. Donc, je vais vous encourager un peu à réfléchir à tout ça. Puis sinon, globalement, juste promouvoir ces questions d'éthique, donc à travers des groupes de discussion ou ce soir de conférences ou entre amis. Donner plus d'importance à l'éthique d'information, je pense que c'est un des trucs importants aussi. Génial. Et ben, du coup, je rebondis juste là-dessus pour dire que s'il y a des gens que ça intéresse de poursuivre les discussions et de continuer à réfléchir à comment participer au fabuleux chantier, n'hésitez pas à me contacter à la fin de la conférence. Et si ça intéresse quelques personnes, on pourra se faire des petits groupes de discussion pour réfléchir à ça. Éventuellement lire le livre de Lé si ça intéresse des gens. Ce genre de choses. Voilà. Merci Rémi. Benjamin, je crois que tu voulais poser une question aussi. Du coup, une question qu'on avait, c'était, j'avais regardé une vidéo où vous interveniez, une interview avec Alexandre Technoprog. En fait, vous disiez que, étant donné que l'IA c'est un outil assez puissant, il fallait mettre l'IA entre les mains de gens qui étaient quand même, qui avaient un certain niveau de compréhension pour qu'ils puissent faire des décisions informées. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que, en conséquence, on n'avait pas un petit problème démocratique, étant donné qu'on donne un pouvoir décisionnaire énorme à tous les gens qui sont très formés en maths, stats, machine learning, et finalement, tout le reste subit, entre guillemets, les conséquences de leurs décisions. Ouais, c'est un peu l'idée de Tournesol, un peu de décentraliser ce pouvoir en rendant facile accès à la production de données qui seront analysées par les algorithmes. Mais au niveau de la conception des algorithmes eux-mêmes, forcément, c'est compliqué, quoi. Moi, j'aimerais bien que beaucoup plus de gens maîtrisent, c'est pour ça que je fais des vidéos, hein, mais maîtrisent beaucoup plus les statistiques, en particulier bayésiennes, et que beaucoup plus de gens. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'efforts à faire en termes de promotion de ces contenus. Mais c'est clairement une préoccupation. Bon, il y a pas mal ces histoires de diversité en ce moment, notamment à Google en ce moment avec l'affaire Timmy-Gebro. Donc je pense que c'est vraiment une préoccupation à avoir parce que il semble en tout cas que plus de diversité permet de détecter plus facilement des angles morts, notamment d'un point de vue éthique. Donc je pense que c'est important de promouvoir tout ça. Moi, ça m'est arrivé dans la production de certains contenus que j'ai où tel truc était en fait pas top d'un point de vue biais homme-femme, quoi. Et c'est une fille qui m'a fait la remarque, quoi. Et bon, c'est pas un accident que ça soit une fille qui fasse remarque parce qu'elles sont plus sensibles à ça et c'est une bonne chose, quoi. Donc, je pense qu'il faut faire attention à tout ça.
Après, de l'autre côté, je pense que c'est aussi important de reconnaître l'expertise sur une question comme le Covid ou la sécurité informatique et tout ça. Et il y a différentes personnes, certaines personnes ont beaucoup plus d'expertise que d'autres. Donc, je pense qu'il y a un savant mélange à trouver. Et donc, ça c'est le rôle de Meta Tournesol, sur lequel on n'a pas encore commencé à travailler, mais sur lequel il faudra travailler. Ok, très bien, merci. Adrien, je te laisse reprendre. Ouais. Alors, justement, par rapport à cette récente polémique chez Google, ça m'a fait tilt avec donc le licenciement de Timnit Gebru, donc qui était en charge notamment des questions d'éthique liées aux IA chez Google. Est-ce que ça va pas un peu à l'opposé, dans le sens inverse que ce que tu disais plutôt au début de la conférence, comme quoi Google faisait beaucoup d'efforts dans ce sens-là? Est-ce que ces efforts sont quand même limités et conditionnels à plein de Ouais. choses? Ouais, alors les efforts sont clairement insuffisants. Moi, je trouve ça effrayant à quel point c'est insuffisant. Mais ils sont insuffisants partout. Dans le monde académique aussi, c'est très difficile il faut vraiment, dans le monde académique, ce qui est valorisé, c'est les algorithmes plus puissants et les théorèmes. Les trucs un peu plus parfois, du coup, j'essaie de faire de la recherche éthique à base de théorèmes, parce que je suis mathématicien. Mais c'est vraiment quelque chose de difficile et il y a beaucoup de tensions, de débats entre académiques sur l'importance à donner à l'éthique. Donc, c'est pas restreint à Google. Et si on sort du monde académique et Google, à mon sens, l'importance donnée à l'éthique de l'information est lamentablement faible ailleurs. Et donc, je pense que c'est juste qu'il y a besoin que beaucoup plus de gens soient beaucoup plus sensibilisés à ce problème et qu'on réfléchisse beaucoup plus, non seulement en termes, s'indigner, ça peut être utile, ouais, pour protester. Voilà, j'ai protesté le licenciement de Timmy Gobo parce que je pense que c'est vraiment un problème de licencier la co-directrice de l'éthique à la suite d'une affaire de rétraction d'un article qui reproche en plus les dimensions éthiques de Google. Enfin, je pense que c'est vraiment catastrophique ce qui s'est passé. Et donc j'ai protesté, et c'est une bonne chose de protester. Mais je pense qu'il faut aussi beaucoup plus réfléchir à identifier les vrais problèmes et réfléchir à des solutions aussi. Ouais, après, moi, je ne suis pas ultra à l'aise avec l'idée. Il y a des trucs un peu plus compliqués, mais je ne suis pas très à l'aise avec le fait que Google décide. Enfin, je ne suis pas du tout à l'aise avec le fait que Google décide de l'éthique des algorithmes de Google. Je pense qu'ils ont plein d'angles morts. Je pense que c'est très préoccupant. Donc ça, c'est un peu l'idée de Tournesol de décentraliser cela. Mais l'objectif de Tournesol, ensuite, l'idée, c'est que j'aille voir ensuite Google, et j'espère qu'ils vont m'écouter, en leur disant, voilà, on a calculé des scores, des avis des experts, est-ce que vous pouvez intégrer ça? Et du coup, Tournesol resterait indépendant, mais Google exploiterait cela pour ses recommandations. Donc, ça peut être une façon de résoudre le problème éthique. Et en fait, Google a beaucoup d'intérêt, aurait beaucoup d'intérêt, je pense, à faire cela. Parce que, par exemple, Twitter, en ce moment, est beaucoup critiqué pour avoir censuré le président des États-Unis. Ils ont été questionnés au Congrès. Et en gros, les démocrates leur disent mais pourquoi vous avez censuré que ça? Il a dit beaucoup plus de bêtises. Et les républicains disent pour qui vous prenez-vous pour censurer le président des États-Unis? C'est une situation complexe, quoi. Et, un autre truc assez flippant, c'est que si jamais il y a une régulation qui est faite demain, ce sera écrit par des démocrates ou des républicains qui sont Dans une polarisation très dans forte. une polarisation énorme. Et la loi risque de ne pas être... ça risque d'être compliqué, quoi. Il y a vraiment un risque d'avoir des régulations contre-productives qui résolvent pas le vrai problème et qui laissent émerger d'autres problèmes plus importants. Donc, c'est vraiment un problème très, très compliqué. Donc, je pense qu'il y a besoin de ce système intermédiaire qui facilite finalement l'émergence d'un accord, quoi. C'est un peu ça l'objectif de Tournesol, c'est que si beaucoup de contributeurs sont d'accord, au moins avec le fait que par exemple telle vidéo est super, ça émergera et ce sera plus facile ensuite de convaincre YouTube de l'utiliser. Et YouTube pourra en plus éviter ensuite une shitstorm, enfin un truc à la Twitter en disant c'est Se base recommandé par des gens. se base sur les avis des experts et en plus ça a été géré par Tournesol, donc
on a aussi l'objectif, un des grands défis pour Tournesol, c'est la transparence, hein, c'est l'interprétabilité et la transparence. En plus de la protection des données personnelles, c'est pas facile. Pour ça, avec des modèles algorithmiques qui ne sont pas faciles à expliquer. Enfin, c'est un énorme chantier aussi au niveau de com. Exemple que j'aime bien donner, c'est APB, ou Parcoursup. Je me dis, vous avez eu APB, pas ouais, nous, on est passé par APB, mais maintenant, c'est Parcoursup. Ouais, APB, c'est un algorithme d'État. C'est pas une entreprise privée, quoi. C'est un truc d'État. Un algorithme a priori simple. Bon, ils ont vraiment merdé sur la communication, le code est pourri. Il y a plein de choses qui ne vont pas avec APB. Mais c'était un cas simple et l'algorithme est très interprétable. Enfin, c'est l'algorithme de Gail Shapley. J'ai fait une vidéo dessus. Mais il n'est pas si interprétable non plus parce que faut quand même réfléchir un peu pour le comprendre. Et ouais, gagner la confiance pour un algorithme aussi simple que APB du grand public, c'est vraiment difficile en fait. Oui, finalement, ce qu'on a mis à la place, c'était encore plus opaque que ce que pouvait l'être APB. Ouais, tout à fait. Ouais, et puis il y a cette idée qu'on va mettre des humains au milieu et ce sera mieux, mais si on a réfléchi, les décisions des humains sont extrêmement opaques. Dans Parcoursup, c'est très difficile de savoir pourquoi telle personne a refusé tel dossier a été refusé dans telle université. C'est parce qu'il y a un humain. Et donc, on peut espérer avoir plus de transparence. À PB, et de cette manière, c'est plus facile de suivre, d'auditer un algorithme finalement, parce que surtout. C'est peut-être mené sur d'autres choses, mais il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui sur. Donc, sans doute, vous avez entendu parler de la blockchain. Donc, il y a beaucoup de réflexions. Donc, un des grands intérêts de la blockchain, surtout avec les histoires de smart contracts et tout ça, c'est que tout est fait publiquement. Tout est vérifiable, auditable. Donc, bon, la blockchain, il y a plein de problèmes avec en termes, bon, voilà, il y a plein de problèmes avec par exemple, avec l'émission d'énergie de la blockchain. Mais il y a des variantes de la blockchain qui sont recherchées. Et, en fait, c'est le labo dans lequel je travaille, en fait, plus spécialisé dans les algorithmes répartis que dans le machine learning. Et il y a des projets vraiment fantastiques qui sortent du labo en ce moment sur ça, sur comment est-ce qu'on peut avoir des systèmes complètement vérifiables, décentralisés. Et je pense que ça, c'est vraiment l'objectif à long terme de Tournesol, c'est que tous les calculs, y compris ceux de protection des données personnelles, soient faits de façon complètement, pas par une entité, mais pas par un serveur, mais par différents serveurs aux quatre coins du monde, qui peuvent chacun se vérifier. Et s'il y a un bug, ce sera identifié. Ça sera un peu l'idéal. C'est un beau projet, mais un projet pas facile. C'est un fabuleux chantier, c'est un truc énorme. Benjamin, tu voulais Oui. rebondir sur ça. Pour revenir sur les géants, donc Google, YouTube, Twitter, d'un côté, c'est vrai qu'il peut y avoir un intérêt à ce qu'ils soient aussi puissants en termes de production d'informations, parce que si vous les décidez, vous ou d'autres, à diffuser de l'information de manière plus éthique, ça crée tout de suite un gros changement. Mais d'un côté, s'ils ne décident pas, ils ont un monopole qui peut être problématique. Donc, quel est votre avis sur cette question? Alors, c'est une question très intéressante. Alors, on a tendance à valoriser énormément la compétition. Et c'est assez, parce que l'inverse d'un monopole, c'est la compétition. Et ça s'explique pas mal historiquement, parce que historiquement, l'introduction de marché a beaucoup fluidifié beaucoup de choses. Et pour beaucoup de marchés, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, je ne suis pas de l'avis que ça soit intéressant pour le marché de l'information. Parce que c'est beaucoup plus difficile ensuite de modérer l'information. Donc, c'est une question de à quel point la modération de l'information est importante. Dans l'analogie que j'ai prise, il y a cette histoire de terrain vague. Si on laisse juste les gens évoluer dans un terrain vague, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'intérêt à désinformer. Et donc, si le système est très décentralisé, il n'y a pas de modération. Ou en tout cas, il y a beaucoup d'intérêt à avoir peu de modération parce qu'en compétition avec l'autre, et celui qui modère le plus peut être défavorisé. Et je pense qu'il y a vraiment un risque qu'on favorise indirectement les campagnes de désinformation. Donc, moi, je serais plus de l'avis de prendre soin des monopoles et d'être très exigeant par rapport à ces monopoles. Donc, je sais que c'est pas mal débattu,
Mais la raison pour laquelle je serai en désaccord avec pas mal de gens, je pense que ça vient vraiment de l'importance que j'attache à la modération de l'information, parce que je pense que sans modération de l'information, il y a beaucoup de conséquences néfastes qui émergeront. Ok, très bien, merci. Ah bah, la question des monopoles, c'est vraiment une question très intéressante, mais en même temps, elle s'est un peu nuancée par rapport, enfin, parce que c'est des propos que vous aviez écrits dans le livre sur la question des monopoles, mais là, avec Tournesol, on est quand même plus sur une solution qui, justement, essaye de se détacher d'une décision centralisée et qui dilue la responsabilité de la modération sur tous. Et justement, l'avantage, enfin, je pense, je pensais par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur APB et Parcoursup, euh, est-ce que les gens ne préfèrent pas que ce soit des humains qui fassent les décisions parce que c'est plus facile d'avoir un responsable, d'avoir une chaîne de responsabilité quand c'est pas des algorithmes qui prennent des décisions. Et du coup, Ouais. ça peut poser des problèmes aussi de qui est responsable quand Ouais. c'est automatisé. Ouais, non, c'est des questions importantes. Euh, je- je- euh, ouais, en tout cas, ouais. Par rapport à l'aspect centralisation-décentralisation, c'est vrai que c'est un aspect intéressant. Enfin, Tournesol, l'idée, c'est aussi de complètement décentraliser le choix de l'éthique. Mais ensuite, l'intérêt d'avoir un monopole, c'est l'implémentation de cette éthique, quoi. Je pense que c'est intéressant enfin, c'est un peu le point de vue euh, que je trouve intéressant à souligner. Et alors, je ne sais même plus de quoi on parlait juste là. Et sur, bah, du coup, ouais, le fait que la responsabilité, et Ah oui, la à qui incombe la responsabilité. responsabilité avec les Ouais, algorithmes. donc je pense que la responsabilité peut avoir des bons aspects, puis ça peut aussi avoir des mauvais aspects. Donc la responsabilité, ça peut pousser. Donc, ouais, je pense qu'il faut bien réfléchir, je pense, aux incitatifs qu'on donne lorsqu'on demande plus de responsabilité. Donc, par exemple, je pense que c'est très important que Tournesol soit responsable de la protection des données personnelles, le fait que les algorithmes soient bien appliqués. C'est utile d'avoir une entité comme ça à qui on peut reprocher certaines choses. Donc, de la même façon, c'est utile que Google soit, enfin, le fait que Google soit aussi influent permet de dire ils sont responsables de l'éthique d'information. Enfin, ils doivent être responsables, enfin, ils doivent appliquer une forme d'éthique d'information parce qu'ils sont clairement responsables. Et à l'inverse, quand on a des situations très diffusées, c'est plus compliqué d'identifier un responsable et du coup, ça peut freiner aussi l'exigence de l'éthique. Donc, tout ça, c'est des notions assez complexes. Bon, là, c'est plus des questions pour les économistes du coup de l'INSEE. Il y en a, il y en a. Eh ben, en tout cas, bah, on va peut-être conclure cette conférence. Merci beaucoup d'être venu la faire. Bon, on aurait préféré pouvoir la faire en présentiel, mais bon, c'est déjà super d'avoir pu maintenir ça en visio. Et donc, merci beaucoup. Et bien sûr, vous pouvez retrouver les sur Twitter, sur sa chaîne YouTube. Et puis, on partagera les suites du projet Tournesol, parce que je pense que ça peut intéresser plus d'une personne à l'INSEE. Et merci beaucoup à vous d'avoir assisté à cette conférence. Je pense que c'était hyper enrichissant et j'espère que ça a pu éventuellement susciter des vocations de recherche parce qu'il y a plein de thématiques passionnantes à étudier et à découvrir. Donc, voilà, donc merci beaucoup à tout le monde. Et Ouais, puis, moi, merci, je vous et souhaite les discussions étaient très intéressantes, donc merci. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très intéressant. Ouais. eh ben, très bonne soirée à toutes et à tous et très bonne soirée à Bonne toi. soirée à tous, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup.